Alerte, le triptyque humaniste existentiel, ses romans. Le fascicule de présentation. Le livre 1, le dernier regard en 2 tomes. Le livre 2, les fictions de la science en 2 tomes. Le livre 3, l'insouciance de la conscience en 2 tomes. Le fascicule d'expertise. Alerte, le triptyque humaniste existentiel. Son livre 3. L'insouciance de la conscience. Tome 2. Chapitre 4. Les risques du pouvoir. Lorsqu'un pays est structuré, d'un côté, par la richesse et la pauvreté et qu'il comporte, de l'autre côté, des nationalités multiples, il ne peut que rencontrer d'énormes difficultés d'organisation. Lorsqu'il y a d'un côté une très riche aristocratie commerciale et de l'autre un peuple partagé entre le chômage et la précarité, tous les ingrédients sont réunis pour la mise en place de complications. L'arrogante condescendance des uns ne peut faire oublier la misère aux autres. L'oligarchie ne doit pas être surprise ensuite que ses discours politiques soient dénués d'intérêt auprès de leurs concitoyens. Il n'y a pas là une ingratitude du peuple, mais une incompréhension totale de part et d'autre. L'insécurité du lendemain devient rapidement insupportable. Aucun modèle économique ne peut se garantir d'une telle situation. Les migrations qu'elles provoquent, en interne dans un pays ou entre des pays, ne peuvent que provoquer des situations d'instabilité sociale. Si, à cette situation de précarité s'ajoute une situation de misère, la société devient rapidement explosive. Une indifférence du lendemain peut rapidement provoquer une totale remise en cause des valeurs étatiques ou sociétales. La répression, que ce type de situation ne manque pas d'imposer, provoque des réactions en chaîne devenant incontrôlables. Une vie sans espoir ne permet pas d'organisation sociale stable. L'insouciance et l'inconscience des dirigeants responsables de ces situations sociales sont totalement criminelles. Comment est-il possible alors de réorganiser une responsabilité sociale durable? La réussite sociale pour tous ne peut pas provenir d'une prospérité économique qui n'est accordée qu'à une minorité de personnes. Surtout, lorsque de surcroît elle se montre particulièrement dédaigneuse envers ceux qui ne réussissent pas, comme elle. Ce modèle de situation sociale ne peut pas permettre autre chose, à partir d'une misère économique, qu'un niveau extrêmement bas de cultures intellectuelles. C'est évidemment la porte ouverte à la négation d'une appartenance à un tel modèle social. C'est surtout une porte ouverte vers tous les autres modèles d'organisation sociale qui peuvent être proposés. Les méthodes d'endoctrinement ne sont jamais bien loin, lorsque le modèle social d'origine est déficient. Les instruments du pouvoir capitaliste, l'oppression des peuples, les institutions scolaires étatiques impliquées dans la fabrication d'esclaves, sont autant de slogans désintégrateurs des valeurs sociales. Les mensonges trop évidents des moyens d'information, tous à la solde du pouvoir en place ne facilitent pas une situation pérenne. La technique du pouvoir, qui consiste à évaluer de façon constante les faiblesses de leur peuple, risque de devoir faire face à la montée en puissance inexorable d'une force d'opposition. Il arrive un moment où la misère ne peut plus être supportée. Le refus inadmissible de ne pas permettre aux populations de pouvoir vivre dignement représente un risque permanent de soulèvement, par quelque moyen que ce soit, pour quelque prétexte que ce soit, pourvu qu'il y ait des meneurs. Les oppositions systématiques aux réformes sociales ne font que raffermir la haine envers les exploitants. L'écrasement, par la force, de tous les moyens de revendication, ne fera qu'attiser davantage un esprit de vengeance. Le pire des scénarios est défini lorsque la classe dirigeante apparaît appartenir à une caste, politico-économico-religieuse. Les théories doctrinaires dont elle semble s'inspirer apparaissent particulièrement dangereuses pour un équilibre démocratique. Tous les prétextes lui sont bons, pourvu qu'elle puisse conforter son pouvoir. Le mensonge et l'absurdité font partie de sa panoplie de combats. Sa doctrine s'inspire généralement de la haine et de l'égoïsme pour pouvoir installer sa suprématie. Il convient donc d'étudier tout particulièrement les fondements idéologiques d'une telle organisation pour pouvoir comprendre ses intentions dissimulées. Il convient surtout de comprendre quels sont les moyens d'information qu'elle utilise pour pouvoir maintenir leur emprise. Le cosmopolitisme des populations devient rapidement un prétexte pour l'avènement de nationalismes exacerbés. Rapidement des adversités s'élèvent en face de ce conglomérat abouti d'une telle classe dirigeante. En aucun cas, des valeurs religieuses ne doivent pouvoir influencer des décisions économiques ou politiques, surtout lorsqu'elles sont ainsi dissimulées.
Les notions de tolérance et d'humanité à l'égard d'une confession religieuse définie laissent rapidement la place à de l'hostilité toujours grandissante. Leurs agissements deviennent d'autant plus injustes et intolérables lorsqu'elles se réfugient sous la bannière des victimes, pendant que ce sont elles qui provoquent les injustices. Tous les systèmes religieux sont pourvus d'une solidarité intrinsèque envers ses adeptes. Cette solidarité est dangereuse, surtout lorsque ses disciples soutiennent une thèse inverse, apparaissant rapidement comme étant une supercherie. Les valeurs morales, que ces systèmes sont censés véhiculer, s'en trouvent très vite affaiblies. Cela devient plus catastrophique encore lorsqu'ils se prétendent être les représentants religieux d'un peuple élu. Leur contrôle systématique et sans partage, sur tous les secteurs de l'activité économique, sociale et culturelle en fait des adversaires inconditionnels de la démocratie. Il devient alors extrêmement dangereux qu'une minorité religieuse détienne un tel pouvoir illimité. Elle ne peut qu'engendrer du mépris et de la jalousie. Il y a toutefois des préoccupations plus graves encore. Le fait de tout diriger sans partage devient rapidement une atteinte à l'intégrité d'une population, mais surtout à l'intégrité du pays dans lequel s'exerce ce pouvoir. Il n'est pas surprenant qu'à la suite d'un sentiment de réprobation succède celui de la révolte. Il convient d'abord de comprendre qu'il est totalement absurde de penser que ces dirigeants puissent être démocrates. Seuls, leurs intérêts personnels et sans limite sont pris en considération. Il n'est pas question de pouvoir envisager d'autres formes de contact avec ces responsables dont les doctrines remontent à celles développées sous le Moyen Âge. Aucune amélioration n'est envisageable. Lorsqu'un système économique est représentatif politiquement et qu'il s'adjoint des directives religieuses, son impact devient sans limite. Sa mondialisation, par son emprise sur les entreprises multinationales, lui permet de devenir un État au sein des États. Son influence devient alors planétaire. Son étiquette religieuse ne représente qu'un prétexte à sa conquête irréversible. Une propagande bien adaptée suffit à faire le reste du travail. Le principe d'une propagande consiste à déterminer les points forts, à l'aide de formules stéréotypées et dépourvues d'originalité, admissibles par les masses populaires les moins compétentes. Les débats politiques de ces gens-là sont très délimités arbitrairement. Aucun argument ne peut les atteindre. La déformation permanente de la vérité est leur sport intellectuel favori après celui de pouvoir engranger des fortunes monétaires colossales, au détriment des règles de droit qu'ils avaient eux-mêmes élaborées. Toutefois, il convient de tempérer une si complexe analyse sans courir le risque de devoir appliquer les mêmes ingrédients à leur substrat religieux, ainsi dénoncé. Un recours à toute politique faisant appel au populisme, c'est-à-dire aux intérêts des populations et à un appel à leur recours, par opposition à ceux de l'élite, deviendrait un corpus idéologique. Ce type de démarche pourrait aboutir à la création d'une solution devenant pire que le problème lui-même. Pourtant, le verrouillage systématique de la parole des peuples ne peut qu'apporter leur rébellion. Alerte, le triptyque humaniste existentiel. Livre 3. L'insouciance de la conscience. Tome 2. Chapitre 4. L'organisation sociale. Depuis toujours, s'abriter et abriter sa famille demeure une nécessité. C'est un besoin normal et naturel au même titre que boire et manger. La question du logement devient un problème lorsque les conditions économiques sont défavorables. C'est également vrai pour le travail et sa rémunération. En fait, l'un dépend de l'autre généralement. Une organisation sociale normale de la société humaine a pour objet et pour plan de décider des arrangements pour l'avantage pécuniaire et pour l'amélioration des conditions sociales et familiales de ses membres, en réunissant un montant suffisant de capitaux, afin de mettre en pratique les projets suivants. L'établissement de magasins pour la vente de vivres, de vêtements, etc. Construire, acheter ou édifier des maisons destinées aux personnes qui désirent s'aider mutuellement pour améliorer leurs conditions domestiques et sociales. Commencer la manufacture des produits que l'organisation sociale jugera nécessaires pour l'emploi des membres qui se trouveraient sans travail ou qui auraient à souffrir de réductions sur leur salaire. Pour procurer aux membres de cette organisation un surcroît d'avantages et de sécurité, les différents acteurs sociaux devront mettre à disposition des terrains qui seront cultivés par les personnes qui se trouveraient sans emploi ou dont le travail serait mal rémunéré, etc. La coopération est un vaste mouvement d'organisation économique et sociale. Les conditions de vie ne doivent être déplorables pour aucun des acteurs de la société humaine.
Il est primordial que chacun puisse avoir des conditions de vie décentes avec un travail et un logement de bonne qualité. L'accès à la propriété peut devenir un gage de bon élément social par la perspective de transmission du patrimoine. La coopération permet d'obtenir des tarifs et des financements préférentiels. La participation active à une partie des tâches de fabrication permet aussi de diminuer les coûts de production. L'autoconstruction individuelle, mais surtout collective demeure le meilleur moyen de participation active, dans le domaine de la construction de son logement. La coopération permet de pallier la faiblesse des revenus par des implications personnelles dans les travaux de construction et par une organisation commune du travail. La formule « apport travail » suffit à convaincre que le succès de ce type d'entreprise dépend de la motivation des coopérateurs et de la rapidité du chantier. Dans le cas de ce modèle d'organisation, un règlement interne doit déterminer différents points à respecter et notamment celui du temps de travail effectif sur le chantier d'élaboration des structures. Il peut s'agir des structures de création de logements, mais aussi celles de réalisation des diverses infrastructures liées directement ou indirectement aux conditions économiques optimales de la vie en société. La répartition des tâches se fait en fonction de chaque compétence. Après qu'un modèle de financement a été établi, il convient de déterminer les technicités indispensables et le choix des matériaux. Des compétences extérieures pourront, le cas échéant, être utilisées. Une assurance, risque chantier, à tarif de groupe, devra être souscrite. Si l'attribution des secteurs économiques est distribuée en fonction des compétences, celles des logements réalisés doivent se faire par tirage au sort. Une rémunération des compétences particulières peut être envisagée. Un budget prévisionnel de financement doit être défini avec rigueur. Il doit pouvoir être supporté par la collectivité, à partir d'éventuels emprunts. L'apport financier estimé de la main-d'œuvre de coopération devra être supérieur à 50% du coût global des réalisations. Une étude d'intégration des implantations sur site sera très rigoureuse et respectueuse des modèles d'implantations existants. Elle doit permettre une parfaite convivialité afin de former une communauté idéale. Une entraide généralisée favorise une saine fraternité et convivialité entre les divers protagonistes de ce type de réalisation et d'organisation. Cependant, la solidarité dans la réalisation des travaux est toujours difficile à programmer, en fonction des aptitudes de chaque personne. Il n'y a pas beaucoup de place aux individualités dans ce modèle organisationnel. L'entraide collective doit pouvoir perdurer après la réalisation des ouvrages. Il est également indispensable de pouvoir concilier les modèles en autoconstruction avec les loisirs et les impératifs familiaux. Construire soi-même sa maison nécessite beaucoup de courage et de motivation. Cela permet certes de réaliser une grosse économie dans la main-d'œuvre, mais également d'apporter une certaine fierté chez les autoconstructeurs. Les associations de castors permettent encore cela aujourd'hui, pour tous ceux qui sont motivés et décidés. Elles continuent leur restructuration en tenant compte de l'évolution de la nature des travaux des adhérents et de la conjoncture. Depuis leur naissance, les castors sont les premiers autoconstructeurs de maisons individuelles en France. Des associations régionales de castors étudient chaque projet pour y apporter un maximum de compétences. L'autoconstruction en modèle collectif exige une authentification des habitats, contrairement à la construction individuelle plus soucieuse des impératifs de choix de vie personnalisés. Ce sont les moyens économiques, d'abord, et les exigences particulières de chacun qui permettent une option par rapport à l'autre. En revanche, la construction collective permet une meilleure cohésion sociale allant à l'encontre d'une démarche plus égoïste ou prétentieuse. Les petits groupements collectifs favorisent mieux encore la fraternisation et la cohésion sociale. Le côté psychologique de la démarche est particulièrement valorisant dans les deux cas d'une démarche d'autoconstructeur. Cette démarche doit être inhérente au choix de vie de chacun. Alerte, le triptyque humaniste existentiel. Livre 3. L'insouciance de la conscience. Tome 2. Chapitre 4. Conscience et matière. Des implications particulières de la matière pourraient laisser penser à une possibilité d'interaction entre une conscience et les particules du domaine quantique. Les interactions particulières et l'activité au sein d'une particule donneraient une illusion de la masse dans la physique quantique. Cela concerne une illusion de la séparation macroscopique alors que tout est lié dans le domaine quantique.
La composition de la matière pourrait alors être expliquée aussi bien scientifiquement que métaphysiquement. Cependant, les lois qui régissent le microcosme n'apparaissent pas aussi simples pour ce qui concerne celles qui régissent le macrocosme. La gravité apparaît prédominer dans l'univers physique alors qu'il semble inopérant dans l'univers quantique. En ce qui concerne le domaine ésotérique, de la gestion des pensées à l'organisation énergétique, de l'interaction sur la matière à l'inconscient collectif, n'est pas en accord avec les théories établies par les scientifiques. Pourtant les études sur l'unité de la matière démontrent des faits mesurables et reproductibles. L'intrication particulière qui établit une communication permanente hors du temps et de l'espace, à l'indéterminisme qui crée une indéfinition sans l'observation, la particule en mécanique quantique serait à la fois une onde et un corpuscule. Dans notre vision macroscopique, il nous apparaît que les corps sont séparés par de l'espace. Cet espace nous dissocie également entre chaque personne. Tout ce que chacun entreprend serait apparemment, sans conséquence pour le voisin. C'est ce que nous laisse croire notre univers macroscopique. Nous savons que tout corps considéré comme vivant est constitué par des cellules. Les cellules sont elles-mêmes des composés moléculaires. Les molécules sont des agrégats atomiques. Les atomes sont eux aussi des composés particuliers. Chaque cellule comporte un élément ADN chargé de transmettre des informations génétiques. Pourtant chaque cellule a une fonction particulière même si elle porte en elle les informations génétiques globales. Il s'agit bien d'un ensemble extrêmement complexe de micro-éléments. La particule aurait un fonctionnement analogue. Chaque particule posséderait une matrice unique, quelles que soient ses fonctions au sein de l'univers physique. L'étude des infimes structures de la matière semble le démontrer. Les nanostructures, que nous formons artificiellement, sont le résultat d'une manipulation des atomes. Malgré tout, nous ne pouvons que spéculer pour l'établissement de ponts réalisables entre les effets observés dans la physique quantique et les réalités de la matière à cause de notre méconnaissance sur les fonctions des particules. Toutes les théories élaborées apparaissent pourtant cohérentes. De la théorie holographique à celle des micro-univers censés se situer à l'intérieur de chaque particule, tout apparaît particulièrement déroutant. Le puzzle est bien loin d'être reconstitué pour une compréhension totale. La théorie holographique repose sur le fait que l'information appartiendrait à la totalité de l'univers physique où tout serait relié en tout point. L'holographie consiste en un enregistrement de phase et d'amplitude d'une onde diffractée, c'est-à-dire d'onde de comportement spécifique, permettant l'enregistrement et la restitution d'objets à 3 dimensions. Cela signifie aussi que, tout est en tout, puisque tout se retrouve partout. Or, un hologramme est une projection. Il y aurait alors une projection de nous-mêmes ailleurs, cela voudrait aussi dire qu'il y aurait une autre réalité, quelque part. Est-ce là, la réunion avec la conscience, individuelle, ou, et, collective? La théorie des micro-univers, au sein des particules, nous oriente vers des mondes parallèles. Il y aurait alors plusieurs réalités qui évolueraient en parallèle. Cette théorie inclurait aussi celle des cordes. Cette théorie accepterait l'existence d'univers parallèles au nôtre. L'idée serait aussi d'accepter l'hypothèse que ces univers soient d'organisations différentes. Des connexions particulières, de certaines personnes, vers d'autres dimensions d'espace et de temps, pourraient permettre d'appréhender de possibles interactions avec des espaces différents et invisibles. Il se pourrait que chaque individualité soit reliée en permanence avec un inconscient collectif. Une telle connexion pourrait permettre l'accès à des modèles d'information globalisés qui seraient regroupés sous la forme de vibrations énergétiques. Chaque unité serait ainsi reliée à un ensemble constitué du collectif global. Le potentiel inhérent à chaque particule se retrouverait inhérent à chaque constitution moléculaire unique ou plurielle. Un regard différent sur la vie permettrait un accès plus considérable vers la conscience. La vision individualiste n'a plus sa place dans un tel espace de compréhension. La notion d'individualisme n'a plus sa raison d'être. Chaque unité aurait la capacité d'accéder à une unité intrinsèque globale. C'est la différence qu'il peut y avoir entre le savoir et la connaissance. Le savoir est simplement une action d'apprentissage et de renseignement. La connaissance est l'action d'expérimentation qui est beaucoup plus intime. Il convient de ne pas confondre ces deux modèles. Il est donc possible de savoir sans connaître, mais il est impossible de connaître sans avoir expérimenté.
Autrement dit, la connaissance permet de vivre le savoir. Chacun peut expérimenter et connaître la sensation d'une information inconsciente et extérieure. Les animaux, mieux que les humains, semblent percevoir des événements à l'avance et ainsi pouvoir s'en protéger. La compréhension ou l'empathie permettent d'accéder à des niveaux de connaissance pouvant apparaître déroutantes. Le domaine d'une conscience globale apparaît plus déroutant encore. La réalité des échanges interparticulaires pourrait expliquer des possibilités d'échanges interconscience. Une particule aurait la propriété de prendre plusieurs états, plusieurs dimensions et plusieurs lieux dans un même espace-temps. S'agirait-il d'une expansion de la conscience, où chaque conscience unitaire pourrait se retrouver dans des positions et des lieux différents et éloignés, par rapport à la conception que nous connaissons de l'univers physique, sans intervention d'espace et de temps. Tout serait en communication instantanée dans notre univers. Chaque pensée serait une vibration immédiate. L'ubiquité serait la faculté d'être présent partout immédiatement. C'est aussi une constante pour les particules. Les connexions y seraient permanentes et immédiates. Leur multicomplexité leur octroierait d'infinies caractéristiques et des potentiels de connexions internes caractérisés par une simultanéité et une symbiose sur tout leur environnement. Or, les potentiels microscopiques devraient aussi se répéter dans le macroscopique. Le psychisme individuel pourrait indiquer des équivalences dans sa structure. Il suffirait de prendre en considération que chaque particule possède une conscience, pour comprendre le fonctionnement d'une conscience collective chez les cellules. Tout apparaîtrait ainsi relié et non dissociable. Une communication permanente serait alors instaurée dans la globalité du microscopique puis du macroscopique. Différentes fréquences pourraient être à l'origine de la structure des particules. Une microgravité les tiendrait éloignées les unes des autres. Ce serait un facteur rotatif qui leur induirait un effet de masse. La densité serait telle, générée par la rotation des électrons autour du noyau atomique pour lui conférer une illusion de masse. La caractéristique principale du microcosmique serait liée à ses 99,9% de vide. La matière ne représenterait que 0,1% de l'espace évalué. L'énergie est-elle une conscience ? Tout, dans l'univers physique, est représenté sous une forme énergétique. Rien ne se crée, rien ne se détruit, tout se transforme. Si la conscience est représentée sous une forme énergétique, cela préciserait que la conscience est indestructible. Sa représentation énergétique n'est alors qu'une expression d'elle-même. Cela précise aussi que notre représentation physique, dans cet univers physique, n'est qu'une représentation de la structure de notre conscience. Il devient peut-être plus facile de comprendre la multidimensionnalité de la conscience. Sa représentation dans le physique lui permettrait alors de connaître des périodes d'expérimentation successives. Elle lui permettrait aussi d'évoluer vers un schéma prédéterminé. Ces considérations contraignent à prendre conscience que la vision individuelle de chacun de nous ne correspond qu'à un aspect de considération qui ne correspond pas à une réalité de réalisation. Existe-t-il alors un degré supérieur de conscience ? La conscience individuelle serait-elle contrôlée par une conscience collective ou peut-être globale ? Des organisations, dites secrètes, telles que les Templiers, les Rose-Croix, la franc-maçonnerie, etc., procéderaient-elles d'une conscience collective directrice ? Le nouvel ordre mondial est-il un édifice globalisateur d'une nouvelle conscience collective ? Et, ne serait-il pas une organisation dont les structures, bien qu'installées sur Terre, auraient pour origine une conscience beaucoup plus globalisatrice encore ? Agissent-ils par un simple jeu cupide ou répondent-ils à un schéma prédéterminé ? Toutes les découvertes qui ne sont pas conformes avec les vérités établies et édictées sont soigneusement évincées. Le milieu scientifique est très structuré et parfaitement contrôlé. La réalité ne doit pas être transmise aux populations. Les transports d'entités au travers de notre galaxie et bien évidemment au travers d'autres galaxies ne doivent pas être divulgués. Le plus grand secret doit rester maintenu à ce sujet. Quelles seraient alors les réalités qui seraient ainsi cachées ? Les investigations sur l'organisation des sociétés de l'Antiquité laissent apparaître des éléments dérangeants pour la compréhension de leurs extravagantes réalisations. Leur niveau de connaissance, notamment en matière d'astronomie, mais pas seulement, pose de singuliers problèmes.
Une population terrestre hybride pourrait avoir été implantée par des sociétés extérieures à notre planète, pour y effectuer des tâches subalternes, à leur profit. À l'évidence, il n'est pas facile de faire comprendre une telle situation à des populations à qui l'on a enseigné qu'ils étaient les seuls habitants humains dans le cosmos. Cela devient encore plus compliqué quand les uns expliquent que les humains sont le résultat d'une évolution à partir d'une variété de grands singes. Mais lorsque les autres inculquent leur vérité sur la création d'un homme appelé Adam et d'une femme appelée Ève pour la réalisation de l'humanité, cela devient totalement inadmissible. Il devient effectivement difficile de comprendre d'où est issue l'humanité sur cette planète. Il se pourrait que les deux thèses soient exactes si l'on prend en considération les révélations sumériennes. Il est pourtant plus facile d'imposer un diktat aux populations ignorantes des réalités. Les explications de la science ne sont pas plus convaincantes que celles des religions. Et pourtant les deux systèmes d'information déterminent l'origine humaine à partir d'une seule souche africaine. Il semble seulement évident, au reçu des informations correspondantes aux déplacements extraplanétaires, que la planète Terre ait été colonisée depuis des millénaires ainsi que toutes les autres planètes telluriques de notre système solaire ou des autres systèmes planétaires au sein des galaxies. Contrairement aux humains qui se sont habitués à vivre à la surface de la Terre, les visiteurs, provenant d'autres planètes, semblent avoir tendance à vivre dans des habitats situés dans des aquatiques ou dans des espaces souterrains terrestres. Leur situation résulte peut-être d'une volonté de rester discret tout en étant efficace sur la surveillance de l'évolution des terriens. La grande vague d'apparition d'objets célestes, dont les caractéristiques de vol ne correspondaient pas à ce que nous savions faire, a été particulièrement intense dès les premiers essais d'explosion des bombes atomiques. Les installations atomiques militaires ou civiles feraient toujours l'objet d'une surveillance maximale malgré une hostilité évidente de la part des hauts responsables militaires étatiques. Cette hostilité allant jusqu'à la tentative de destruction des aéronefs devenue gênant, au fil des années. Une subite évolution de notre technologie serait probablement à l'origine de la rétro-ingénierie établie d'abord à partir de la capture de ces appareils volants inconnus. Une coopération pourrait avoir ensuite été organisée avec certaines variétés d'extraterrestres accordant la compréhension de certains aspects de leur technologie avancée. Le pouvoir de ces entités n'est pas que technologique. Ils auraient également la faculté de nous contrôler tout en nous surveillant. Pourtant la discrétion, par rapport aux populations, est une réalité pour ces visiteurs qui sont installés au sein de notre planète. Il convient toutefois de comprendre que ces civilisations extérieures sont particulièrement nombreuses et aussi d'origines extrêmement diverses. Leurs apparitions-disparitions sont très déroutantes pour les observateurs. Elles peuvent varier de quelques instants à plusieurs heures, tant qu'elles ne sont pas repérées et chassées par des avions militaires cherchant soit à les intercepter soit à les détruire. Un silence le plus total est entretenu volontairement à ce sujet. Les populations n'ont pas besoin de savoir. Il convient toutefois d'être conscient qu'il apparaît particulièrement difficile de pouvoir expliquer comment fonctionnent de telles entités qu'il serait possible de côtoyer. De nombreux éminents chercheurs scientifiques sont actuellement conscients qu'il existerait plusieurs niveaux de résonance dans notre univers. Les ondes qui transmettent nos émissions de radiodiffusion ou de télévision ne nous sont pas perceptibles tant qu'elles ne sont pas décodées par un appareil de réception. De la même façon, de nombreuses émissions de systèmes de résonance ne nous sont pas perceptibles, mais seraient utilisées par certaines entités. La conscience elle-même apparaît fonctionner selon une certaine fréquence qui est propre à chaque personne. Chaque conscience n'est accessible qu'à la personne concernée, sauf que des personnes sembleraient plus aptes à capter et à comprendre des niveaux de conscience particuliers. Certains niveaux de conscience permettraient d'expérimenter des domaines de conscience insoupçonnés et totalement incompréhensibles pour quiconque ne serait pas en mesure de pouvoir l'expérimenter. Alerte, le triptyque humaniste existentiel. Livre 3. L'insouciance de la conscience. Tome 2. Chapitre 4. Vers un nationalisme exacerbé. Étudier l'histoire consiste à déterminer l'essentiel parmi l'accessoire. Or, c'est souvent l'accessoire qui est mis en exergue, par les historiens, au détriment de l'essentiel et souvent dans un but, à peine voilé, de propagande. Il s'agit souvent d'une application à rechercher un prétexte permettant de justifier une détermination. Les enseignements de nationalisme utilisent ces bases de travail.
Le prétexte de la supériorité de la race sert de prétexte à la justification des actes les plus répréhensibles. Il n'est pas nécessaire de faire appel à l'histoire pour justifier l'injustifiable. Les endoctrinements se font sur les populations les plus jeunes, au détriment des populations plus expérimentées, mais piégées par la soudaineté des événements. L'insécurité du lendemain suffit à adopter tout symbolisme justifiant un meilleur avenir. Les chauvinismes sont exploités afin de parvenir à de nouveaux idéaux. L'éducation des individus est très malléable. L'orgueil d'appartenance à une communauté est le principal fléau des démocraties. Cela devient particulièrement dangereux lorsque l'appartenance suit une doctrine édulcorée montrant les autres appartenances comme nuisibles. C'est de cette façon que naissent toutes les dictatures. C'est un enchaînement de la misère vers un avenir plus prometteur par désignation d'une adversité de prétexte. Le terrorisme intellectuel est particulièrement dévastateur lorsqu'il est accompagné de mensonges et de calomnies. Se recroqueviller sur soi, qui est le premier réflexe des opprimés, s'ajoute à la paralysie par la peur des populations. L'unité a toujours peur de la masse lorsque celle-ci devient intolérante. L'incompréhension sociale envers les peuples opprimés les guide vers toujours plus de revendications. L'insatisfaction permanente des revendications légitimes les pousse vers les conflits et la rébellion. Il s'ensuit un sentiment d'injustice insoutenable. Celui qui cherche continuellement à barrer la route à toutes les réformes sociales demandées prend la lourde responsabilité d'une future explosion sociale, quel que soit le prétexte invoqué. La situation devient d'autant plus dramatique lorsque les oppressés se considèrent continuellement manipulés. Les moyens de coercition économique prétextés sont d'autant plus insoutenables quand elles sont invoquées par une classe politique. Elles permettent de justifier ensuite toutes les formes d'exaction. La cupide ignorance des revendications légitimes et la stupide résignation grégaire des opprimés ne peuvent qu'aboutir à une situation implosive d'une telle société. Les artisans communautaristes savent entretenir et exploiter ce type de situation. Les mécontentements ainsi exacerbés permettent la mise en place de doctrines alimentées par la haine et l'égoïsme. Tous les racismes et les antisémitismes sont toujours nés de ces situations ambiguës où il devient nécessaire de désigner un responsable coupable. Les querelles religieuses comme les querelles politiques sont plus facilement utilisables. Surtout si l'une découle de l'autre. Le sectarisme religieux n'est pas compatible avec la conduite économique d'une société. Le cosmopolitisme est un précurseur, malgré lui, des non-considérations particulières engendrées. Les arriérés intellectuels, qui se font élire à la tête des gouvernements, dans les pays dits démocratiques, n'ont pas non plus la sagesse de leur responsabilité dans l'inconsistance de leur situation. Le manque de prise de décision, pour sauver les privilèges de leur mandat, les font adopter des attitudes incongrues et indignes de leur statut. Le courage civique n'est pas leur exemple favori. La défaveur populaire n'a plus qu'à leur imposer une migration vers des objectifs qui pourraient leur être plus défavorables. La démocratie, le pacifisme, la solidarité nationale ou internationale et l'autorité de l'État sont autant de slogans permettant l'établissement de dogmes doctrinaires. Les nécessités vitales d'une nation sont établies à partir de ces conceptions. C'est ainsi que s'établissent de nouvelles doctrines. La supériorité du peuple élu, ou celle de la race aryenne, ou encore celle du califat, n'ont aucune justification sociale, mais ces idéaux utilisent les mêmes ingrédients pour imposer une suprématie au nom d'un idéal supérieur. Chacun utilise l'autre comme coupable de son désarroi. Il leur apparaît plus facile d'utiliser le mensonge et l'impertinence plutôt que la recherche du bien-être de leurs contemporains. Pour rendre à notre peuple sa grandeur et sa puissance, il faut tout d'abord exalter la personnalité du chef et la rétablir dans tous ses droits. L'avenir d'un mouvement est conditionné par le fanatisme et l'intolérance que ses adeptes apportent à le considérer comme le seul mouvement juste, très supérieur à toutes les combinaisons de même ordre. Une doctrine n'est pas tolérante. Elle ne peut être un parti parmi les autres. Elle exige impérieusement la reconnaissance exclusive et totale de ces conceptions qui doivent transformer toute la vie sociale publique. Un État qui, à cette époque de contamination des races, veille jalousement à la conservation des meilleurs éléments de la sienne doit devenir un jour le maître de la terre. Tout le système d'éducation et de culture doit viser à donner la conviction que ce peuple est supérieur aux autres peuples. On ne doit pas apprendre l'histoire pour savoir ce que fut le passé.
On doit l'apprendre pour qu'elle enseigne la conduite à tenir dans l'avenir afin d'assurer l'existence de son propre peuple. Toute propagande doit être populaire et placer son niveau spirituel dans la limite des facultés d'assimilation du plus borné parmi ceux auxquels elle doit s'adresser. Cela s'appellerait-il le pouvoir de la propagande? Il convient de comprendre que la construction identitaire d'une personne est extrêmement aléatoire. Des circonstances suffisent à diriger des personnes vers une communauté plutôt que vers une autre. La construction d'une idéologie profite de telles incertitudes et de l'utilisation des démagogies qui consistent à flatter les pulsions populaires. Toute propagande pour être efficace doit se limiter à l'exposer de quelques points forts et de les faire valoir par des formules stéréotypées continuellement évoquées. La désignation d'un « bouc émissaire » convient parfaitement à l'établissement d'une doctrine populiste. La supercherie des communautés religieuses, qui consisterait d'abord à se cacher tout en agissant ensuite de façon sournoise, les désigne directement. Il est important de comprendre que le principe des religieux est d'abord leur appartenance à leur communauté et souvent sans aucune appartenance à un pays. Le bouc émissaire est alors vite identifiable. C'est d'ailleurs ainsi que les communautés religieuses se combattent entre elles. L'endoctrinement est toujours le même. Les endoctrineurs séduisent, aident et compatissent aux frustrations et à la précarité. Ils obtiennent ainsi la confiance et l'estime. Ensuite, ils recrutent, auprès des désociabilisés, des désorientés, des délinquants condamnés ou des incarcérés. Ils utilisent les slogans religieux pour pouvoir mieux convaincre et paraître plus crédibles. Ils établissent des interdits et définissent des niveaux de haine envers les pays qui les ont accueillis, et ce, au nom d'une religion. De la perte des repères, ils s'engagent rapidement vers le fanatisme religieux et édictent des codes à respecter. Seuls, les très forts peuvent échapper à de telles entreprises de déstabilisation et de conversion. Gare aux jeunes filles qui tombent dans les filets, leur sort est scellé à jamais. La discrimination et la défiance ne tardent pas à s'installer, ce qui favorise encore le pouvoir des doctrinaires. Tout se met en œuvre pour favoriser une situation de racisme rampant. Même si des efforts de sensibilisation contre ce danger sont bien organisés et relayés par les moyens d'information, cela n'est pas suffisant. L'amalgame prend rapidement le dessus. Le communautarisme s'installe insidieusement. Les pays qui s'inspirent de la laïcité perdent rapidement pied. Les instances religieuses s'efforcent en permanence d'en faire échouer les conséquences qui leur sont particulièrement défavorables. Les religieux obscurantistes préfèrent la détresse et la précarité, plus favorables à la propagation de leur doctrine. Les communautés sont rapidement radicalisées. Des rites alimentaires sont même élaborés. Ces communautés se recroquevillent sur elles-mêmes et deviennent plus exubérantes religieusement, que dans les pays d'origine de ces mêmes communautés. Le modèle de la société laïque a tout simplement disparu. Ce sont maintenant les autochtones, originaires de ces pays, qui deviennent des étrangers chez eux. Les doctrines font-elles appel à une conscience? Alerte, le triptyque humaniste existentiel. Livre 3. L'insouciance de la conscience. Tome 2. Les livres brochés de cette collection Alerte sont en vente chez Amazon, livre français, Philippe Vaisseau. Alerte, le triptyque humaniste existentiel, ses romans. Le fascicule de présentation. Le livre 1, le dernier regard en 2 tomes. Le livre 2, les fictions de la science en 2 tomes. Le livre 3, l'insouciance de la conscience en 2 tomes. Le fascicule d'expertise. Alerte, le